Jean-François Boutor, c'est toujours avec nous. Merci. Oui, toujours. Vous avez le droit de parler. Merci. Gallagher Fenwick également. Merci, merci beaucoup Gallagher. Charline Hurel, bien entendu. Et le général Olivier Kempf, merci également d'être avec nous. Tout à l'heure, on va retrouver et Magali et Nivine Potros, évidemment. Je voudrais qu'on commence avec ce que je vous citais à l'instant. Vladimir Poutine qui a livré un message à la télévision russe. Alors, on n'a pas reçu encore le message de la télévision, donc on peut simplement vous montrer ce qu'il a dit. L'extrait n'est pas encore arrivé. Voilà ce que dit Vladimir Poutine. Il est en réunion quand il parle. Non seulement leur contre-offensive a échoué, donc il parle des Ukrainiens évidemment, mais l'initiative est entièrement entre les mains des forces armées russes. Si ça continue, le statut d'État de l'Ukraine pourrait subir un coup irréparable et très grave. De fait, c'est vrai que l'initiative est a priori aux Russes quand on voit ce qu'il se passe sur les fronts. Je voudrais qu'on commence par un front dont on parle peu et pourtant, Dieu sait qu'il est violent. Depuis ce matin, des milliers d'Ukrainiens, à peu près 3000, sont priés de quitter leur village. Ça se passe dans la région de Kharkiv, plus précisément dans la région de Kupiansk. Vous voyez les deux grosses villes qu'on vous a inscrites, les deux villages qu'on vous a inscrits là. Il y a plein de petits villages autour qui sont en train d'être vidés des habitants. Le gouverneur de la région a publié ce message sur Telegram en disant nous mettons en place une évacuation obligatoire de la population des communautés de Kindrashivska et de Kurylivska dans le district de Kupiansk. C'est très violent. Manifestement, les Russes sont en train d'être renforcés en hommes et en matériel dans la zone. L'armée de Moscou est alimentée. Ça, ce sont des images de soldats russes qu'on a trouvées. C'est le ministère russe de la Défense qui publie ces images-là. RIA Novosti, d'ailleurs, plus précisément, vous le voyez, c'est inscrit en bas de cet écran. On est dans les tranchées avec les soldats russes. Jean-François Boutors, l'extrait, ce que dit Vladimir Poutine aujourd'hui à la télévision, voir qu'effectivement l'Ukraine est obligée au moins de vider des villages. On voit qu'ils sont à l'offensive et tout à l'heure on ira plus au sud dans la région d'Avdiivka. Est-ce qu'il est en train de nous annoncer quelque chose, Vladimir Poutine ? Écoutez, je pense qu'il fait d'abord une annonce pour repousser derrière ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Au sujet des avions ? Qui est l'histoire des avions, ouais. De l'Antonov 50 qui a été abattu, de l'Ilyushin 22 qui a été touché. Je rappelle qu'il y avait eu un autre Ilyushin 22 qui a été touché, mais par les hommes de Prigojine. Ça fait 2 sur 6 ou 7. 6. Donc ça fait quand même mal. Et donc il faut détourner l'attention. Il ne dit pas autre chose que le fait que l'objectif de la guerre reste le même. Il y a un coup de pression qui est donné, mais l'initiative, elle est effectivement à cet endroit-là, sur le terrain, sur le front terrestre. Elle n'est pas manifestement sur le front maritime, par exemple. Donc ça dépend comment on regarde et où on regarde. Mais là, ce qu'ils disent quand même, c'est je me contenterai pas d'un front gelé, en fait. C'est ça. Ah, mais ça, de toute façon, écoutez, il a toujours dit que l'objectif, c'était la dénazification du régime, ouais. La chute, etc., la démilitarisation de l'Ukraine. Donc, et donc que l'Ukraine ne soit plus un État. Donc, il le redit. Il le redit à un moment où il a besoin, encore une fois, je pense, de faire avaler une grosse pilule, de faire passer une grosse pilule, parce que ça, pour les militaires, d'une part, et pour la population, ça passe mal, forcément. Ouais. Et ça se sait. Donc c'était un coup de l'ampleur du Moskva. Ça renverse. Soyons clairs, ce succès ukrainien ne renverse pas la guerre. Hein. Ça ne rend pas les Ukrainiens en position de gagner du tout. Mais c'est un coup sévère. Donc il faut qu'il montre de nouveau qu'il est, parce que la posture qu'il prend, c'est je suis le chef de guerre qui gagne et je suis l'homme qui protège les Russes. Oui. Donc il faut qu'il assure cette figure-là pour la campagne présidentielle. Mais ça participe de ça. Le coup irréparable, vous voyez quoi quand il dit coup irréparable ? Il nous ressort le nucléaire comme à chaque fois qu'on est dans une difficulté. Alors j'y vois un moment où Vladimir Poutine sent qu'il y a une perméabilité accrue, si vous voulez, de notre côté à son discours. C'est-à-dire que quand même la musique que l'on entend en ce moment, c'est que la contre-offensive va échouer, que la Russie progresse sur tous les fronts et qu'il faudrait peut-être commencer à réfléchir à la négociation. Il y a d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Davos. Vous savez qu'il y a énormément de responsables sécuritaires qui, tout au long du week-end, ont discuté. Ouais. Ça, c'est aussi une réponse au discours que vient de tenir Volodymyr Zelensky. Vous parliez de Vladimir Poutine comme ne se satisfaisant pas d'un front gelé. Zelensky est en train de filer toute une métaphore où il compare
Vladimir Poutine, un animal qui aime le sang, qui aime la chair fraîche et qui ne se nourrit pas de ce qui est, je le cite, surgelé. Ouais. Donc il dit à tout le monde, attention, l'histoire du front gelé, on l'a déjà essayé. C'est Minsk 1, Minsk 2, après ça 2014, ça donne février 2022. On écoute ce qu'il a dit à Davos, justement, parce que c'est intéressant aussi, cette réunion de Davos. On a le sentiment que Volodymyr Zelensky, après s'être adressé beaucoup aux représentations nationales, etc., est allé, j'allais dire, à l'étape supérieure, notamment d'aller contacter sans doute les fonds privés aussi. Oui. Enfin, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là peut-être. Mais justement sur Poutine, bête assoiffé de sang, écoutez. Je vous rappelle qu'après 2014, des tentatives ont été faites pour geler la guerre au Donbass. Il y avait des garants très très influents de ce procédé. Le chancelier allemand et le président français. Mais Poutine est un prédateur qui ne se contente pas de produits congelés. C'est vrai que cette sortie, elle est assez forte, général. Il ne se contentera pas de produits congelés, sous-entendu. C'est urgentissime. On sait que niveau États-Unis, pour le moment, c'est bloqué. Pour le moment, il n'y a rien de plus. C'est intéressant parce qu'on pose finalement la question du temps. Alors, revenons à l'initiative. On a parlé de la contre-offensive qui était l'initiative ukrainienne, 2023. Ouais. Là, c'est à l'automne. À partir de l'automne, on a vu une reprise d'initiative russe. On en a beaucoup parlé. Moi, ce que je constate, c'est que depuis 3-4 semaines, il y a une pause. Il y a une véritable pause opérationnelle et que sur l'ensemble du front, en tout cas sur le front terrestre, pour utiliser votre adjectif, et que les quelques petites initiatives, et vous avez raison Jean-François de le rappeler, ont été plutôt du côté ukrainien et du côté aéro-maritime, en tout cas de cause, sur la Crimée et autour de la Crimée. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a effectivement Davos, qui est peut-être une sorte de relance du jeu politique. Et effectivement, il y a un jeu politique du côté ukrainien, il y a un jeu politique du côté russe, vous l'avez rappelé avec la présidentielle, et là, peut-être que la déclaration de Vladimir Poutine est en train de dire, fin de cette pause de 3-4 semaines, on va repartir. Et ce qui expliquerait aussi, mais je ne veux pas anticiper sur le prochain sujet, la question de Kupiansk. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer à Kupiansk. Les Ukrainiens l'annoncent depuis 2 mois, 3 mois, ça fait 3 mois qu'ils disent qu'il va se passer quelque chose sur Kharkov-Kupiansk. Peut-être qu'en subliminal, derrière l'annonce politique de Vladimir Poutine, il y a aussi une annonce, je dirais, tactique. Alors justement, on va rejoindre Solène Rioux parce que Solène est allée à Avdiivka pour tourner un reportage. On vous montrera un extrait tout à l'heure, mais il se trouve, évidemment, Avdiivka, c'est le front, c'est extrêmement dangereux. Il se trouve qu'avec Gabriel Aurillon, qui tourne les images avec elle, ils ont passé plusieurs nuits du côté de Kharkiv, Kupiansk, dans cette zone-là, justement. Alors, Solène, expliquez-nous, manifestement, ces villages donc, sont évacués parce que cette zone, elle est bombardée très régulièrement et surtout depuis des mois et des mois. Les habitants n'ont aucun répit et ça a l'air de s'intensifier. Oui, on a même passé plusieurs nuits à Kharkiv au cours de cette mission. On entend de manière assez souvent, en fait, la nuit, la journée, les sirènes d'alerte antiaérienne, parfois même des explosions. Souvent, il s'agit justement de la défense antiaérienne qui est en action. Vous savez, il y a une semaine, il y a un hôtel très fréquenté par les journalistes qui a justement été visé par une frappe russe. Et il y a eu des blessés. Et en effet, si on se rapproche un peu plus du front et des villages dont vous parlez, nous, on a pu se rendre à Kupiansk, qui est à Petropavlivka, qui est à 3 km très exactement du front. Et on a rencontré un sergent-chef qui fait partie d'une unité d'infanterie et qui combat en première ligne là-bas. Et il nous a raconté justement qu'il a comparé avec Bakhmout, où il était en première ligne à Bakhmout. Et il a dit que les combats étaient plus difficiles actuellement au niveau de Sinkivka, qui est ce petit village justement sur la ligne de front à quelques kilomètres de Kupiansk. Et il a dit, je le cite, dans une conversation vraiment d'une rare franchise, on perd en face, les Russes sont trop nombreux, il y a une fourmilière de soldats russes et on ne parvient pas à faire face. Il y a un autre commandant qui fait aussi partie d'une unité d'infanterie qui combat autour de Kupiansk, qui a comparé cette fois-ci avec Avdiivka. On s'y est rendu il y a quelques jours justement avec Gabriel Aurillon et c'est vrai que là-bas c'est réputé comme étant la zone, le point le plus chaud du front. C'est vrai que là-bas les combats sont très intenses. Et bien lui a dit qu'à Sinkivka c'était la même chose, qu'il s'agissait de combats d'une même intensité. Il nous a expliqué que sur 1200 bombes aériennes guidées lancées par les Russes sur toute la ligne de front en un mois, 400 étaient lancées
renforcée rien qu'autour de la zone de Kupiansk. Donc ça explique cet ordre d'évacuer, en effet. Après, on parle d'évacuation obligatoire, mais sachez qu'il y a toujours des habitants qui resteront. D'ailleurs, nous, les habitants avec qui on a pu parler, que ce soit à Kupiansk ou à Petropavlivka, nous ont expliqué qu'ils ne fuiraient pas, même s'il y avait une poussée de l'armée russe en face, et que même si les Russes récupéraient la ville de Kupiansk, qui a déjà passé, vous le savez, plusieurs mois sous occupation, ils étaient persuadés que les forces armées ukrainiennes parviendraient à la libérer de nouveau. Voilà, Solène Rioux avec Gabriel Aurillon, merci à tous les deux. Alors, ce commandant dont elle parle, justement, on va l'écouter. Il s'appelle Ismaïl, elle nous a envoyé l'extrait, justement, où elle lui pose la question. Voilà ce qu'il dit exactement. Je n'ai jamais vu une telle intensité, même dans le Donbass. Les Russes lancent 1200 bombes aériennes guidées par mois sur toute la ligne de front. Parmi elles, 400 sont tirées dans notre direction. C'est peut-être 10, 20, jusqu'à 30 bombes qui tombent sur nous chaque jour. Charline, c'est vrai qu'il y a un moment où on finit par se dire finalement à quoi bon. Ça fait effectivement, comme le disait le général tout à l'heure, des mois et des mois qu'on sait que dans cette zone-là, alors ils tiennent les Ukrainiens. Ils tiennent parce qu'ils savent pourquoi ils se battent. Mais à quel prix, quoi ? Et cette zone, elle est particulièrement visée par les Russes. Alors, il faut se souvenir qu'en août dernier, il y avait déjà eu des plans d'évacuation de ces localités-là. Nous, on avait tourné autour de la zone de Kupiansk. Ce qui est compliqué, c'est que parfois, les forces russes concentrent une masse d'hommes. Et c'est avec cette masse humaine, entre guillemets, qu'ils tentent de franchir les positions ukrainiennes. Ensuite, ce qu'on peut remarquer depuis quelques mois, c'est que lorsque Vladimir Poutine dit les Ukrainiens ont échoué dans leur contre-offensive, on peut aussi retourner cela vis-à-vis des Russes, parce qu'il y a une offensive lancée sur Avdiivka qui a échoué. Ça fait quelques semaines qu'ils ont ralenti le rythme. Au niveau de Kupiansk, c'est la même chose. Alors, il y a quand même un principe dans l'art de la guerre, si puis-je dire, c'est que normalement, on est censé attaquer là où l'ennemi ne s'y attend pas. Est-ce que ce sera Kupiansk? Est-ce que ce sera Avdiivka? En réalité, les Ukrainiens s'attendent à une attaque bien ailleurs sur le front.